Elle a suivi l'entièreté du discours du chef de l'État. Quand le président parle du Congo debout, c'est justement à ce que je suis en train d'insister. Il parle de 13 ans. Mon pays, il y a 13 ans, vous savez où il était. Et qu'aujourd'hui, avec la fin de la guerre, le Congo, qui était prêt à basculer, est debout. Voilà le contexte. Sur la paix. Lorsqu'on met fin à la guerre, le Congo est debout sur cet angle, pas sur le plan économique ou social. Ce n'est pas ce que le président a dit. Et de deux, lorsqu'on dit les prochaines élections, j'ai entendu même une phrase ici, il attendait que le chef de l'État, à l'ONU, dise que précision. Mais il est analyste politique indépendant, mais il doit connaître l'homme, messieurs. Vous connaissez Kabila, en fait. C'est que vous avez demandé ici sur place, qu'il ne l'a pas fait. Vous estimez qu'à l'ONU, il va le dire. Sachant... Est-il obligé de le dire à l'ONU? C'est ce que je suis en train de dire, puisqu'on l'exigeait ici. Il a refusé ici aux acteurs de l'opposition. Et il faut être, je ne sais pas, d'un autre monde pour croire que Kabila, devant aux Nations Unies, il a le dire. C'est mal connaître le mec. Il faut dire que sur le plan de la souveraineté, Kabila tient et il ne cède pas aux pressions et aux acteurs politiques nationaux et surtout de l'opposition qu'ils savent ça. Sinon, ils seront toujours mis en mal par rapport à l'acteur qui est en face d'eux. Voilà un peu pour répondre à cette précision. Ce n'était pas le lieu et connaissant Kabila, il fallait être, je ne sais pas, d'un autre monde pour croire que Kabila allait être OK, moi je ne me présente plus, en 2016 il y aura ceci, cela. Non, voilà. Donc c'est une il a encore le temps, Aigle Kanonji, il y a encore 2 ans pour le mandat du président à Kabila jusqu'à 2016, ça c'est selon les normes. Était-il obligé de faire un discours contraire de ce qu'il a fait? Bien, d'abord, j'aimerais ici autour de ce plateau que l'on se calme un peu et que l'on ne puisse en fait pas réduire justement le bien-être de la population congolaise autour des questions du ventre et même des questions plus ou moins relatives. Ça ne veut pas dire que je minimise l'importance du manger parce qu'il s'agit quand même d'une chose capitale, mais eu égard à la grandeur du Congo et aux grandes ambitions que nous nourrissons et que nous voulons pour ce pays, nous devons à un moment donné transcender les considérations que j'estime plus ou moins prenables. Si chaque Congolais, là où il est, peut, n'est-ce pas, évoluer. Parce qu'il y a une problématique majeure. L'on a tendance à tout attribuer à l'État. Je pense qu'il est, je crois, publiciste et il est bien placé pour maîtriser en fait quels sont au jour d'aujourd'hui dans les États modernes les véritables rôles dévolus à l'État. Il s'agit d'abord de trancher les litiges, il s'agit d'abord d'améliorer l'environnement des affaires, il s'agit de garantir le bien-être social, mais à travers des politiques en fait, qui facilitent également les initiatives privées et en fait une sorte de poussée comme ça des ambitions de chacun. Nous l'avons vu à travers la création du guichet unique. Au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il est possible d'avoir une entreprise en 3 jours. Nous l'avons vu au jour d'aujourd'hui avec notre adhésion, n'est-ce pas, à l'OADA. Nous l'avons vu aujourd'hui. C'est vrai que sur le plan de la justice... Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui que la RDC soit à genoux? Ce que moi je veux dire, c'est que si on veut considérer le fait que la RDC puisse être à genoux ou debout, on doit se baser sur les paramètres les plus éloquents, c'est-à-dire quels sont les véritables objectifs que nous nous fixons d'abord pour pouvoir arriver à l'émergence de ce pays. Comment est-ce que nous la définissons? C'est de là que nous devons partir. Est-ce que, si les Congolais devraient manger aujourd'hui, est-ce là, à votre avis, l'atteinte d'un objectif majeur pour ce pays, avec tout ce dont il regorge comme richesse, etc., et comme potentialité? Je pense que le manger, c'est important, mais en même temps, je veux dire, c'est primaire par rapport à la grandeur du pays. Mais alors, si maintenant nous voulons aller plus loin que ça et, en fait, approfondir la réflexion, quels sont, en fait, les éléments majeurs sur lesquels nous nous basons pour établir un véritable bilan? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la problématique du social, à qui incombe véritablement la faute? Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit de jeter l'anathème à personne. Je pense que la responsabilité du social incombe à chaque individu en particulier, parce que tous ici, nous constituons la République démocratique. On a un Premier ministre, on a des dirigeants. Est-ce responsable? Non, je vous donne un exemple très très simple. Les étrangers viennent ici, monsieur, avec rien. Et ils repartent les poches pleines. C'est parce qu'ils ont compris que la République démocratique du Congo est un pays porteur et qu'il y a des secteurs qui sont extrêmement rentables si au moins les garanties d'exploitation sont réelles. Vous comprenez? Moi, je peux vous poser une question. Il y a beaucoup de Congolais qui disent, comme il l'a si bien dit, nous avons le zinc, nous avons le manganèse et toutes ces choses. Est-ce que
savent-ils même à quoi ressemble le manganèse? Je peux vous poser la question à n'importe qui, ici, il sait même à quoi ça ressemble. C'est un problème majeur, c'est-à-dire que nous ne nous sommes même pas encore appropriés, en fait, notre toutes pays, ces richesses dont on parle, et on n'a donc pas la possibilité de pouvoir exploiter correctement les choses. Je ne dis pas que le gouvernement doit être dédouané de ses responsabilités régaliennes, je ne le dis pas, mais je pense qu'il y a une méconnaissance de ces principes-là. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore comme à une époque d'État-providence où chacun doit attendre tout de l'État, et ça crée même la passivité dans le chef de la population, parce que quand nous circulons, c'est l'État ne fait rien. Mais qu'est-ce que l'État est censé faire qu'il n'a pas fait? Ou qu'est-ce que l'État alors doit faire pour pouvoir garantir justement l'émergence sociale du pays? Je pense que le social incombe à chacun d'entre nous, le gouvernement en premier, bien sûr. Mathieu. Alors, on peut prendre un autre aspect ou vous répondez d'abord? Mathieu, je réponds. D'abord, j'ai pensé que nous sommes sur un plateau de l'élite et on fait un débat républicain. Et donc, il faut éviter des mots et des gros mots qui peuvent déranger les autres. Des petits esprits mesquins, c'est des mots qu'on n'utilise pas quand on est en face des amis. Ça, d'accord. Deuxième chose, il ne faut pas qu'il y ait ici une dynamique qui aille dans le sens de penser qu'il y a quelqu'un qui s'attaque à Kabila. Eh bien, moi, je dis que je ne suis pas un acclameur. Je suis un analyste indépendant et le chef de l'État en a besoin des gens qui peuvent dire, à un moment donné, où ça a fonctionné, où ça n'a pas fonctionné. Ça, d'accord. Cette époque des acclameurs est révolue. Mathieu, il y a une nette dichotomie à faire entre le bilan de l'homme Kabila et le discours de Kabila à l'ONU. Je dis que l'homme Kabila est venu avec le Congo d'où il l'a né et on ne peut que le lui remercier parce que le Congo, il ne restait plus, n'est-ce pas, que, je ne sais pas moi, des gouttes d'eau pour que le Congo soit balkanisé. S'il y a des gens qui pensent que le combat de la balkanisation est un combat nouveau, ils se trompent. Les meneurs sont connus. C'est Moutinga l'initiateur. Posez la question aux gens du potentiel, bienvenue Bakoumania et les autres, ils vous diront qu'il y a des continuateurs et j'en suis fier de l'être. Et donc, vous ne pouvez pas m'apprendre la leçon de la balkanisation comme analyste et très objectif. Une nuance qu'il faut apporter. Il y a un bilan à faire entre les bilans de Joseph Kabila et les bilans des institutions. Je suis curieux d'apprendre que la responsabilité de nourrir tous les Congolais n'appartient à personne. Non, mais alors, en quoi on est en face d'une institution ou en quoi on est en face d'une gouvernance? C'est l'erreur que vous commettez. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Oui, mais bon, d'accord, ça va, allez-y, vous allez lui répondre tout à l'heure. D'accord. Le gouvernement a la responsabilité d'assurer le bien-être social. Je ne refuse pas que le socle de tout développement, c'est la paix. Mais vous ne me direz pas qu'en Russie, les gens ne mangent pas. Vous ne me direz pas, n'est-ce pas, qu'en Ukraine, les gens ne mangent pas. Ça veut dire que le social, il n'est pas incompatible de faire la paix accompagné du bien-être social. Pourquoi je le dis? Parce qu'à un moment donné dans l'opinion, il y a une dynamique qui se dégage selon laquelle plutôt, on est plutôt en train de mourir dans des gros mots. À la fin, on ne fait rien. Dans ces pays, on a connu, je ne veux pas citer les noms pour éviter de répondre pénalement. Mais vous savez qu'il y a des mots qui viennent. On nous a dit même que nous sommes dans la révolution de la modernité. Vous connaissez mon point de vue quant à ce sujet. Je vous ai dit que nous ne sommes pas encore dans le post-modernisme. À quel moment nous sommes dans la révolution de la modernité? Celui qui a mis ce mot-là dans la bouche du chef de l'État, il doit le retirer. Qu'est-ce que je veux dire à la fin? Je dis que le Congo est parti. On n'est plus un Congo où il y a, on pouvait, quand vous avez 10 $ en poche au marché, on vous arrache. Quand vous avez $1 en poche, on vous arrache. On comprend qu'on a en train de structurer les choses. Mais que le problème du Congo, c'est un problème d'administration, c'est un problème de justice. Nous devons être conscients de ce qui ne va pas chez nous. Mais qu'au niveau de l'ONU, on comprend qu'on ne peut pas donner, en fait, la température de nos faiblesses. C'est pourquoi le chef d'État est parti au-dessus. Et nous, à l'interne, nous devons prendre conscience que ce que le chef d'État donne, pas qu'il a parlé de l'Ebola, ce n'est pas une question exclusivement congolaise. Il a parlé du terrorisme. Vous savez que c'est une question qui occupe toute la communauté internationale. Mais vous ne me direz pas qu'au Nigeria, on ne mange pas. Les Boko Haram, la Sardine et tous les autres. Ce sont des préoccupations. Et ça, c'est un discours panorama qui donne la photographie de ce que nous voulons faire dans le futur. Mais ce n'est pas un discours qui méconnaît les faiblesses. On aborde un autre. Je termine par là en disant qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la question de la Constitution ou de la révision constitutionnelle est une question d'une importance capitale. Les gens donnent l'impression de minimiser. À tout prix, est-ce qu'on devait aborder à l'ONU selon vous? Non, je me dis
C'est comme le discours. J'ai vu les gens ont attaqué Léon Guadondo quand il a évoqué la question à la rentrée parlementaire. C'est quoi un discours de cette envergure? En fait, c'est la photocopie certifiée conforme de l'aréopage des problématiques de notre pays qu'on exprime au travers du monde en donnant des justifications et en s'occupant des questions qui concernent la communauté internationale. C'est ça le socle d'un discours de cette envergure. Mais pourquoi évoquer un tel débat à ce niveau-là? C'est ça le questionnement. Quelles sont les réponses? C'est ça le questionnement que de dire, par exemple, élection, on va respecter le calendrier. Le calendrier, on sait comment il est contesté. Les gens qui l'ont écrit, on sait comment ils sont venus. Ça, c'est un problème. La reconstruction, on sait quels sont nos problèmes. On sait qu'on est parti. Il y a la paix, mais il faut reconnaître que nous sommes encore quelque part. Et si on ne le reconnaît pas, eh bien, nous serons en train de dormir ce qu'on appelle plutôt dans l'air du cyclone. Et ça ne marchera pas, mon cher ami. Non, écoutez, il y a quand même quelque chose que je voulais relever très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, vous savez, je suis sidéré, je suis extrêmement étonné que vous puissiez dire ici, par exemple, que la révolution de la modernité, comme concept, je pense qu'il y a un petit problème d'incompréhension là-dessus. Je pense très sincèrement, et que c'est mon point de vue, que si l'on veut analyser le fond des objectifs que la révolution de la modernité se fixe, je pense qu'elle brasse en fait les véritables aspirations qui concernent, n'est-ce pas, l'émergence de notre pays à la grandeur et à la mesure de ça. Alors, attendez. Peu importe l'horizon, parce que vous savez, il ne faudrait surtout pas donner l'impression à la population que cela ne signifie rien. Comme je l'entends si souvent, concept creux, discours sans importance, etc. Et bien au contraire, nous pouvons diverger, monsieur, sur les approches à avoir quant à la réalisation de ces objectifs-là. Mais vous ne me direz pas ici que faire du Congo un pool de savoir-faire n'est pas une problématique majeure. Vous n'allez pas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, faire émerger le Congo, par exemple, au niveau de pouvoir au jour d'aujourd'hui, être un pays émergent, ça ne signifie rien. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que brasser toute l'intelligence congolaise et la mettre à contribution afin justement de pouvoir permettre à ce que ce pays puisse en fait ressembler à sa véritable image. Vous n'allez pas me dire ça. Donc, la révolution de la modernité, à mon avis, et c'est mon point de vue, je l'assume, brasse toutes les aspirations de chacun d'entre nous, si au moins nous sommes intellectuels et que nous aimons ce pays. Bien sûr, à vous de dire qu'il faudrait peut-être procéder par tel moyen ou par tel chemin, et à l'autre de dire qu'il penserait peut-être qu'il serait mieux de procéder de telle autre façon, mais dire que les fondamentaux ou les composantes profondes de ce discours ne vous intéressent pas. Alors là, je me demande réellement de quoi nous sommes en train de parler. Oui, ça, d'accord. Oui, alors, voilà. Monsieur Mathieu, tout à l'heure. Un autre point de vue sur la reconstruction. Non, je vais y aller. Donc, juste, je voudrais répondre calmement. Sinon, vous allez terminer tous les Non. Donc, c'est juste dans le cheminement. Vous savez, lorsque j'essaie d'intervenir, puisque vous parlez du ventre, je suis conscient que vous aussi vous suivez comme moi. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la révision constitutionnelle, j'entends des acteurs congolais qui se disent intellectuels parler, est-ce que la Constitution va amener le manger au peuple congolais? Voilà pourquoi, lorsque j'ai entendu dans votre propos, parlant, comment dirais-je, des efforts du bilan du chef de l'État, vous êtes revenu plusieurs fois sur le manger. Je dis, c'est un vocabulaire simpliste et c'est populiste. Donc ici, nous parlons du bilan. Bien entendu, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que mon ami a dit tout à l'heure, quant à le vécu quotidien. Oui. Moi, j'assiste aux concertations nationales, j'entends du haut de la tribune le chef de l'État parler du cadre macroéconomique et les efforts qui sont fournis, mais quelque part, il y a une phrase qui est importante, qui va rejoindre, et il faut le dire d'une manière responsable. Il dit, OK, le cadre est bon, mais il faudrait penser au panier de la ménagère. Il l'a dit lui-même. Donc, je dis que ce problème-là, il est, quand je parlais du manger... Je suis d'accord, mais c'est le rôle que l'État joue pour je suis en train de parler pour dire ceci. Lorsque je m'insurgeais sur l'utilisation du ventre, c'est par rapport, lorsque nous parlons de la paix, qui est, comme vous l'avez dit, et qu'on évoque dans nos discours cela. Et je peux vous assurer, on n'est pas aussi à produire. Vous allez continuer. Donc, je cherche à savoir, vous vouliez que dans les discours du chef de l'État, qu'il puisse emporter les problèmes de panier de la ménagère c'est convenu avec, on s'est déjà convenu que le discours pour les élections, le tribune, comment dirais-je, le moment n'était pas opportun, puisqu'il ne l'a jamais fait. À Kingakati, on est ici au Congo. Il a dit dans sa famille politique qu'au jour d'aujourd'hui, mais reste encore beaucoup de temps, il a dit 1001 fois, mais les gens s'abstiennent. Il dit qu'au jour d'aujourd'hui, demander à ce que je puisse me prononcer, ça serait absurde. Mais les gens s'entêtent